Je reçois ce soir El Hadj Ibrahima Ndao, ancien directeur général de Sénélec, superviseur de la collection Histoire générale du Sénégal. Notre invité est également docteur, ingénieur en électricité, ancien conseiller spécial du Premier ministre, chevalier de l'Ordre national du Lion et enfin conseiller spécial du président de l'ASDEA. Bonsoir Monsieur Ndao. Bonsoir Madame Sarah Cissé. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. Alors, le prétexte, on le sait, c'est l'anniversaire de la création de Sénélec. C'était un 5 juillet 1983, exactement. 41 ans, donc, qu'elle existe, une maison que vous connaissez bien pour en avoir été le directeur général. J'imagine que vous suivez certainement avec attention l'évolution de la boîte, même si vous n'y êtes plus depuis que vous l'avez quittée. Justement, comment analysez-vous cette évolution? Moi, ce qui m'émeut le plus, c'est le fait que ce soit le 23 juin 1983 qu'on a été à l'Assemblée nationale pour voter la loi. Et la loi a été promulguée le 5 juillet 1983. Et parmi la délégation à la fois ministérielle et de Sénélec, je remercie Dieu, je suis le seul encore en vie donc pour pouvoir être présent à cet anniversaire donc, de la nationalisation de Sénélec. Voilà. Alors, Sénélec est une entreprise qui a été créée, enfin l'électricité en tant que compagnie d'électricité a été créée en 1887 à Saint-Louis par les mulâtres qu'on appelait François Carpeaux, qui a cheminé à un moment donné ce qu'on appelle le gros commerce bordelais à racheter la maison. Par la suite, il y a eu une fusion qui est intervenue vers 1920-1930 qu'on a créé la compagnie des eaux et électricité. Et c'est cette compagnie qui, jusqu'après l'indépendance, a continué donc à gérer l'électricité au Sénégal jusqu'à ce que le Sénégal décide maintenant de nationaliser. Et cette nationalisation s'est faite en payant à l'entreprise, enfin à la compagnie, l'équivalent de 6 milliards de francs pour une durée de 15 ans. Donc ça devrait normalement se terminer en 87, puisque c'était de 72 à 87. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'entreprise a tellement bien travaillé qu'elle a remboursé en 10 ans au lieu de en 15 ans. Et c'est pourquoi, donc en fin 82, on avait fini de rembourser et le gouvernement a décidé en ce moment-là de dire bon, on va maintenant nationaliser. Et l'Assemblée nationale s'est réunie le 23 juin 1983 et le 5 juillet, la loi a été promulguée. Voilà un petit peu l'histoire de Sénélec. Alors, s'il vous était aujourd'hui permis, on va dire, de qualifier cette évolution de 1983 à nos jours, vous nous diriez quoi? Alors, ce que je peux dire d'abord, on a hérité d'une entreprise qui avait pratiquement un équipement obsolète, c'est-à-dire assez dépassé, puisque le Sénégal est un des pays où on a eu l'électricité pratiquement au 19e siècle. Cette évolution a permis aux jeunes ingénieurs que nous étions à l'époque de pouvoir donc à la fois redresser, améliorer et moderniser l'entreprise. Ça s'est bien passé. On a eu donc une bonne gestion jusqu'au moment où il y a eu ce qu'on appelle l'ouverture du capital, qui est intervenue en 1999 et qui a fait venir donc un consortium franco-canadien qu'on appelait donc Elio Hydro-Québec, qui a racheté un petit peu l'entreprise. Ça n'a duré que 18 mois. Et 18 mois après, l'entreprise est revenue dans le giron de l'État. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait non seulement moderniser, mais continuer à développer la société. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'avoue que l'actuel directeur général, enfin le directeur général sortant, lui, il a rendu intelligent le réseau de Sénélec. Pourquoi? Parce que on a ce qu'on appelait, en anglais, ils appellent ça smart grid, à savoir mettre des logiciels
dans un certain nombre de postes blindés. C'est lui aussi qui a introduit ça. On parle de M. Bitaille, c'est ça? M. Bitaille. Donc, introduire un certain nombre de logiciels et le tout est logé à ce qu'on appelle le data center de Diamniadio, qui est certifié Tier 3, c'est-à-dire l'avant-garde de la technologie en matière de numérisation des réseaux. Et ça, je vous assure, beaucoup de sociétés étrangères, enfin développées, n'ont pas encore atteint, même en Europe, n'ont pas encore atteint ce niveau. Voilà. Alors, il y a quelques semaines, le Sénégal étrenait son premier baril de pétrole. De nombreuses retombées sont attendues dans le secteur de l'énergie, notamment de l'électricité. Comment expliquer, on va dire, ce soir au commun des Sénégalais qui nous regardent, qui ne sont pas forcément spécialistes en hydrocarbures, en quoi la production du pétrole et du gaz va-t-il impacter la fourniture en électricité et notamment son coût? D'abord, il faut dire que ces ressources d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz sont une opportunité unique pour développer le Sénégal. D'abord, parlons du gaz, parce que même à Sangomar, il y aura du pétrole et du gaz. Tandis qu'au niveau donc, de GTA, à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, il y aura plus de gaz. Mais rien que le gaz, si on arrive à exploiter ce gaz, pas simplement pour l'énergie, pas pour l'énergie électrique simplement, mais en faisant de la distribution de gaz pour remplacer dans les cuisines les réchauds, les fourneaux malgaches, etc. En remplaçant donc rien que dans ces cuisines, toute la cuisson avec le gaz, on crée toute une industrie, comme on crée donc la distribution de l'eau ou la distribution de l'électricité. Et ça, c'est presque créer une société comme Sénélec, mais en matière de gaz. Et ça entraîne des emplois modernes, stables. L'emploi de gazier. On connaît un plombier, on connaît l'électricien, mais on ne connaît pas de gazier. Il y aura des entreprises qui ne seront que spécialisées en gaz. Il y aura des équipements de gaz. Par exemple, la climatisation au gaz, vous allez au Texas, 90% de la climatisation, c'est au gaz. Vous avez des chauffe-eau qui fonctionnent au gaz. Et tout ça, ce sont des équipements qui sont beaucoup plus efficaces et moins énergivores que l'énergie électrique. Alors pour le pétrole, c'est davantage la sécurité de l'approvisionnement du pays. On a eu entre 2009 et 2011 des moments difficiles parce que le Sénégal était à court d'hydrocarbures, à court de pétrole, à court de fuel. Et ça a créé quelques tensions sur le plan social parce qu'il y avait des délaissages par manque de production, etc. Mais une fois que nous avons donc notre pétrole ici qui puisse être raffiné, on est sûr d'avoir en permanence du pétrole et de l'électricité. Il faut ajouter en plus que le prix auquel on va l'acheter, c'est un prix qui sera fixé entre l'État et les compagnies pétrolières. Donc ce n'est pas, on ne sera pas à la merci des fluctuations qui se font au plan international. Donc on a également une sécurité d'approvisionnement et une sécurité sur la stabilité des prix. Maintenant, l'électricité coûte cher. Pourquoi? Parce que quand vous payez 100 francs d'électricité dans votre facture, en tout cas dans le passé, c'était 60 francs qui allaient uniquement pour le pétrole. Les 20 francs, dans ce qui reste, 20 francs, c'était pour les salaires. Donc ça fait déjà 80 francs qui sont bloqués. Vous prenez les 20 francs restants, les 10 francs sont pour ce qu'on appelle le fonctionnement de l'entreprise, pour acheter le matériel, faire tourner les services, etc. Et c'est dans les 10% restants qu'il faut à la fois rembourser la dette qui a été contractée et en même temps investir pour ce qui doit venir comme rechange, comme pièce de rechange. Voilà un petit peu la physionomie. Mais l'électricité,
est l'énergie qui coûte la moins chère si on compare ça à la bougie par exemple, ou à la lampe au pétrole, etc. Ce qu'on peut faire avec 1 kWh d'électricité, qui coûte à peu près, mettons, 110 francs, une bougie qui coûte 100 francs, vous ne pouvez pas, à part l'éclairage, et encore, c'est pas suffisant, vous ne pouvez pas chauffer de l'eau, vous ne pouvez pas allumer un climatiseur, vous ne pouvez pas regarder la télévision, vous ne pouvez pas, disons, avoir toutes les commodités que donne l'électricité. Okay. Or, avec 100 francs, vous avez tout ça. Un frigo tourne autour de 300 watts, donc vous avez avec 1 kW, vous pouvez avoir un frigo qui fonctionne pendant toute une journée. Si vous mettez un téléviseur qui fait à peu près 150 à 200 watts, vous pouvez avoir 5 heures de vision, n'est-ce pas, avant d'attendre 1 kW, etc. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'emplois qui pourraient être créés. Alors, pour les c'est une bonne transition pour qu'on parle aussi de la main-d'œuvre, parce qu'alors qu'on sait depuis effectivement très longtemps que le Sénégal avait des réserves de pétrole et de gaz au large de ses côtes, il n'y a que très peu de temps, disons une décennie, que le débat autour de l'exploitation des hydrocarbures a été agité. Résultat des courses, très peu de Sénégalais aujourd'hui sont informés sur la question, mais également très peu de Sénégalais sont aujourd'hui formés, qualifiés pour travailler dans le secteur des hydrocarbures, sur les plateformes. Aujourd'hui, la principale conséquence, justement, c'est l'exploitation de nos ressources qui est confiée à des étrangers. Que faudrait-il faire pour inverser cette tendance, pour amener les Sénégalais et notamment les jeunes à s'intéresser à ce secteur? Parce que pour qu'ils puissent en tirer profit, il faudrait également qu'ils soient formés. Excellente question, parce que il y a des métiers spécifiques au pétrole et au gaz. Et ces métiers, on doit pouvoir former les jeunes. Et je dis encore une fois, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, c'est des emplois modernes, stables, qui permettent à des jeunes, même des jeunes qui ne sont pas qualifiés, de pouvoir travailler dans les entreprises si on crée un marché, par exemple, national du gaz. Je donne d'abord les premiers exemples, c'est au niveau des forages, au niveau donc des plateformes pétrolières ou gazières. Dans ces plateformes, on a besoin des techniciens. En électromécanique, en mécanique ou en électricité, en chimie, etc. Bon, ça, la plupart des jeunes qui sortent des écoles de formation professionnelle comme de la FOSSU ou PETA20 peuvent intégrer, ou bien d'autres, peuvent intégrer directement après formation donc ces écoles. Deuxièmement, il y a des problèmes récurrents, à savoir la restauration des gens qui travaillent dans ces plateformes. Vous savez qu'il faut distribuer de l'ordre de 400 à 500 repas en 1 heure ou en 2 heures. Mais ça demande une main-d'œuvre spécialisée avec des plats qu'on peut distribuer rapidement, etc. Donc, cette restauration, il faut la faire. Il faut assurer le transport entre la terre ferme et les plateformes, n'est-ce pas, de tous ces travailleurs. Ça aussi, c'est des emplois. Il faut aussi gérer ce personnel, parce que les compagnies pétrolières, c'est par leur travail de faire la comptabilité, de la paie, etc. C'est des choses qu'elles peuvent donc sous-traiter avec des compagnies sénégalaises. Donner ça à des compagnies locales, etc. Et maintenant, tout le matériel qui est importé, qui doit passer par la douane, n'est-ce pas, pour pouvoir être utilisé dans ces plateformes, les sociétés de transit vont pouvoir travailler. Un matériel à maintenir. Exactement, la maintenance, etc. C'est pourquoi moi, ce que je suggère, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une bourse du travail, c'est-à-dire une plateforme numérique qui permet de dire, bon voilà, les emplois qui sont disponibles, on les liste, et en même temps, sur la même plateforme, on met, disons, toutes les demandes d'emploi, en tout cas toutes les compétences qui souhaitent compétir pour ces différents emplois, non seulement
disons, ça mettrait en rapport directement les compagnies et les jeunes qui cherchent des emplois. Mais en plus de ça, ça ferait un stimulant extraordinaire parce que chacun pourra voir, donc, ah, tiens, il y a des emplois dans tel secteur ou dans tel domaine et moi je pense que j'ai des aptitudes, ou bien je vais me former en conséquence pour pouvoir bénéficier donc de ces emplois. Ça, c'est vraiment la disposition. Alors, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est un secteur également décrit comme ayant un impact sur des emplois qui existent déjà. Je parlais de la pêche parce que hasard ou coïncidence a voulu que justement ces plateformes pétrolières, gazières se trouvent également dans la même zone que des domaines réservés à la pêche, en ce sens que ce soit Kayar jusqu'au niveau du fleuve Sénégal, ce sont des eaux réputées extrêmement poissonneuses et ceci peut occasionner, d'ailleurs la polémique a été agitée par les pêcheurs, occasionner un manque à gagner pour les pêcheurs. En tant qu'expert, on va dire ingénieur, comment pensez-vous que le gouvernement ou que les nouvelles autorités doivent s'y prendre pour justement couper la poire en deux, pouvoir savamment procéder à l'exploitation des hydrocarbures sans pour autant tuer le secteur de la pêche? D'abord, il faut rassurer, disons vraiment les populations pour leur dire que ces plateformes, au contraire, sont considérées comme des récifs par les poissons. La plateforme qui a été construite pour GTA au large de Saint-Louis, dès qu'on a fini de faire les caissons, il y a un afflux de poissons qui arrive. Mais il y a des problèmes de sécurité. Et de pollution aussi. Oui, la pollution, pas encore. Parce qu'en fait, les puits se trouvent à plus de 2700 mètres sous l'eau. À ce niveau-là, ce n'est pas des puits qu'on laisse comme ça à l'air libre. Il y a des machines spéciales qui viennent jusqu'au niveau donc, de la surface du sol, enfin du sol marin, et qui pénètrent à l'intérieur, n'est-ce pas, pour pouvoir aspirer le gaz ou aspirer le pétrole. Et ça passe par des conduites. Des conduites arrivent maintenant dans ce fameux bateau qu'on appelle FPSO. Donc on ne voit pas sortir du pétrole ou du gaz comme ça circuler dans la mer. Bon. Et à cette profondeur aussi, il n'y a pas de poisson. À 2700 et quelques mètres, vous ne pouvez pas trouver du poisson parce que les poissons ont besoin aussi d'oxygène et, ma foi, surtout à des profondeurs moins élevées. Alors, à partir du moment où il y a cette protection, il y a cet arrivage de poissons, parce que les récifs que constituent donc, et ça, ce n'est valable que pour GTA, donc, au niveau de la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais par contre, au niveau de Sangomar, pour le moment, c'est le FPSO, c'est-à-dire c'est le bateau qui a donc, avec ses ramifications, donc des conduites qui vont chercher au niveau des différents puits, les différentes, disons, quantités donc de gaz, de pétrole, etc., les ramènent, on les traite donc au niveau du FPSO. Et quand les bateaux qui doivent donc acheter le pétrole ou le gaz arrivent, il y a un système de transvasement direct. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, les pêcheurs là, mais sont disons, ceux qui peuvent se reconvertir dans le transport, j'avais parlé tout à l'heure, les travailleurs qui doivent aller sur les plateformes, ont besoin d'être transportés et pourquoi pas, donc les pêcheurs peuvent s'en occuper. Alors c'est une discussion très intéressante, malheureusement le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Juste une dernière question, parce qu'on sait que vous avez supervisé la collection de l'histoire générale du Sénégal. C'était un défi relevé par le professeur Iba Der Thiam. L'objectif répondait à une volonté de réécrire notre histoire en 25 volumes, dont une partie qui devait être prise en compte dans les programmes scolaires. Où en est ce projet? Est-ce que vous avez une idée? Alors, en 2019, 5 volumes ont été sortis.
Depuis le décès du professeur Iba Der Thiam, qui a eu donc l'initiative de ce projet, 14 volumes sont sortis en 2023. Avant la fin de cette année, il y en aura 10. Donc, si vous prenez 5 plus 14, ça fait déjà 19, plus 10 qui vont sortir cette année, on va se retrouver avec 29. Le projet continue, les équipes et les commissions continuent de travailler et les ouvrages sont en train d'être, rédigés et ce seront publiés au fur et à mesure de leur rédaction. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur El Hadj Ibrahima Ndao, d'avoir été notre invité, ancien directeur général de Senelec. Vous avez eu le privilège d'assister à la création de la Société nationale d'électricité, en tout cas à la promulgation de la loi l'instituant. Nous vous souhaitons d'être présent à son centenaire. Elle fête ses 41 ans cette année. El Hadj Ibrahima Ndao, donc docteur ingénieur, ancien directeur général de Senelec, ancien conseiller spécial du Premier ministre et chevalier de l'Ordre national du Lion, était notre invité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes en notre compagnie et surtout bon début de week-end à toutes et à tous.